Les éditions Siegfried, avec l'aimable autorisation du Nouveau Monde Éditions, présentent Heydrich, l'homme clé du Troisième Reich, d'Édouard Kalick, lu par Lazare Herson-Macarel. Introduction. L'exécution de la sentence. Le 27 mai 1942, à Prague, l'Obergruppenführer SS Reinhard Heydrich, protecteur par intérim du Reich pour la Bohême et la Moravie, est victime d'un attentat. Une bombe est lancée sur le cabriolet Mercedes couleur Feldgrau, dans lequel Heydrich se rendait à son bureau. Grièvement blessé, on le transporte immédiatement à l'hôpital Bulovka. Le communiqué officiel décrit ainsi l'événement. Le 27 mai, vers 10h30, un attentat a été commis sur l'Obergruppenführer Heydrich. Sa voiture venait de Jungfernbrechan, Panenske Brezani, et suivait la Kirchmeierstraße dans le quartier de Prague-Liben. Elle allait s'engager dans la rue V. Olzovikar, en direction du centre, lorsqu'un homme lui a barré le chemin et tenté de tirer au pistolet mitrailleur sur les passagers. Simultanément, un deuxième homme a jeté une bombe qui explosa sous le choc. Après l'attentat, l'un des criminels s'est enfui par la Kirchmeierstraße et la rue Nakolininske jusqu'à la rue Nazapalsi. Arrivé au numéro 22, où se trouve la charcuterie de Franz Brauner, il a tiré plusieurs coups de feu, puis il a pris la rue V. Olzovikar, vraisemblablement en direction de la ville. Le deuxième criminel s'est enfui à bicyclette le long de la Kirchmeierstraße en direction du quartier Altlieben. Tous les efforts des médecins furent vains, comme ceux des spécialistes de Berlin envoyés par Hitler. Tandis qu'ils essayaient de sauver la vie d'Heydrich, plus de 60 000 policiers se mettaient à la recherche des francs-tireurs. Le 4 juin 1942, vers 10h, la radio de Prague diffuse l'information suivante. L'Obergruppenführer et général de la police, chef de la police secrète de l'État et de l'administration principale de la Sûreté du Reich, protecteur par intérim du Reich pour la Bohême et la Moravie, Reinhard Heydrich, a succombé aujourd'hui à ses blessures. À peine la nouvelle de la mort d'Heydrich est-elle connue à Berlin que Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich, constitue un comité officiel d'obsèques. Hitler ordonne que le corps soit transféré dans la nouvelle chancellerie. Les solennités funéraires doivent être une manifestation de la reconnaissance du Troisième Reich envers l'œuvre accomplie par le chef de sa sûreté. La dépouille d'Heydrich est d'abord transportée de l'hôpital au château de Jungfernbrechan, où l'on a dressé un catafalque. De nombreuses personnalités représentant le Parti national-socialiste, la police, les Waffen-SS, les services de sécurité veillent le mort. L'un des premiers à venir s'incliner devant le cercueil est Emil Hácha, président de l'État du protectorat de Bohême et de Moravie. Les forces d'occupation allemandes font de la levée du corps d'Heydrich une cérémonie militaire telle que les habitants de Prague n'en avaient encore jamais vue. Quant aux funérailles nationales, à Berlin, auxquelles participent le Führer, les membres du gouvernement et l'état-major, elles sont une impressionnante démonstration de deuil. Les dirigeants du parti nazi pleurent l'homme qui fut le policier irremplaçable, celui qui, de 1931 jusqu'au jour de l'attentat, a dirigé le service de la sûreté du parti, assumant immédiatement après la prise du pouvoir les fonctions les plus importantes, jusqu'à devenir en 1936 le chef redouté de la police de sûreté de l'État. Tous ces Führers nationaux-socialistes ont de bonnes raisons de déplorer la perte de ce super policier. Quelle contribution à la consolidation de la dictature fasciste en Allemagne peut-on comparer à la sienne? N'a-t-il pas été le metteur en scène secret du coup d'État des 27 et 28 février 1933, lorsque les nazis ont incendié le Reichstag, créant ainsi un prétexte pour s'emparer de la totalité du pouvoir et fonder les premiers camps de concentration pour y faire interner ses victimes par milliers? C'est à lui qu'on doit également la nuit des longs couteaux, le 30 juin 1934, au cours de laquelle furent massacrés sans jugement 83 adversaires du Führer, en réalité pas moins de 200, choisis surtout dans les rangs du parti. De 1933 à 1942,
Son imagination et sa capacité d'exécution sont à l'origine de toute une série de provocations d'une extrême habileté qui ont permis à Hitler d'agir contre ses ennemis avec une efficacité jusqu'alors inconnue. Cet Obergruppenführer SS de 37 ans, ayant donc rang de général d'armée, n'a pourtant jamais été membre du gouvernement. Bien plus qu'un ministère, l'administration centrale de la sûreté du Reich ne s'en trouvait pas moins sous ses ordres en totalité. En outre, il était devenu indiscutablement le bras droit du Reichsführer SS Heinrich Himmler qui avait, pour sa part, bâti un État dans l'État, un empire dont les runes nordiques SS et la tête de mort constituaient les symboles. L'après-midi du 9 juin 1942, dans la salle des mosaïques de la nouvelle chancellerie, se déroulent les funérailles de ce potentat du Troisième Reich. Après l'oraison funèbre prononcée par Himmler, Adolf Hitler s'avance vers le cercueil. À propos de ce mort, je ne dirais que ces quelques mots. Il fut l'un des meilleurs nationaux-socialistes, l'un des plus forts défenseurs de l'idée du Reich allemand, l'un des plus grands adversaires de tous les ennemis du Reich. Il est tombé en martyr pour le maintien et la sécurité du Reich. En tant que Führer du parti et Führer du Reich allemand, je t'accorde, mon cher camarade Heydrich, après notre camarade Todt, la plus haute distinction que je puisse décerner, le plus haut grade dans l'ordre allemand. En effet, lorsqu'il fallait nouer une intrigue contre les communistes, les sociodémocrates ou les dignitaires de l'Église, ou perfectionner les persécutions contre les Juifs, le chef suprême de la police secrète d'État, Geheime Staatspolizei ou Gestapo, Reinhard Heydrich, répondait toujours présent. De même, c'est lui qui, en février 1938, manigançait la chute du maréchal von Blomberg et du général von Fritsch. Les 9 et 10 novembre 1938, on le retrouve organisant, intensifiant le pogrom sauvage contre les Juifs, connu sous le nom de Nuit de cristal. C'est encore lui qui prépara le pseudo-attentat contre le poste émetteur de Gleiwitz, fournissant ainsi à Hitler un nouveau prétexte pour contre-attaquer la Pologne le 1er septembre 1939. C'est toujours lui qui fera enlever le 9 novembre 1939, à Venlo, en territoire hollandais, 2 officiers des services secrets britanniques, Stevens et Payne Best, pour les conduire en Allemagne. C'est lui encore qui mène personnellement l'enquête sur le prétendu attentat de Munich et qui découvre, comme le commandent alors les intérêts du Reich nazi, que cet attentat a été ourdi par l'Intelligence Service, c'est-à-dire par le gouvernement britannique. Le 10 mai 1941, au moment où Rudolf Hess, l'adjoint du Führer, s'envole pour l'Angleterre, Reinhard Heydrich, par hasard sur la Manche, est en train de passer l'examen final d'un stage de la Luftwaffe. Enfin, c'est lui qui sera l'initiateur de la fameuse conférence de Wannsee, tenue le 20 janvier 1942 à Berlin, au cours de laquelle on prendra la décision d'appliquer ce qu'on a appelé la solution finale du problème juif, c'est-à-dire la déportation et l'anéantissement de tous les Juifs. En exterminant tous ceux qui défendaient d'autres idées et qui appartenaient à d'autres races, Heydrich s'en tenait rigoureusement aux directives morales et philosophiques formulées comme suit par Hitler et Himmler. La nature est cruelle, aussi devons-nous, nous aussi, être cruels. Si, sans la moindre compassion pour le sang précieux qui est versé, j'envoie la fleur du peuple allemand dans l'enfer de la guerre, alors nous avons certainement le droit d'éliminer des millions d'êtres humains appartenant à des races inférieures et qui se multiplient comme de la vermine. Adolf Hitler. Ce qu'il advient des Russes, comme ce qu'il advient des Tchèques, m'est totalement indifférent. Que les autres peuples vivent dans le bien-être ou qu'ils crèvent de faim ne m'intéresse que dans la mesure où nous avons besoin d'eux comme esclaves pour notre culture. Que lors de la construction d'un fossé anti-char, 10 000 femmes russes crèvent d'épuisement ou non, ne m'intéresse que dans la mesure où le fossé anti-char sera terminé pour l'Allemagne. Heinrich Himmler.